ce dont on va parler, c'est plutôt dans la thématique transition environnementale. Alors, l'idée était de se dire, ben, tiens, ce serait peut-être intéressant aussi de vous montrer ce que font nos écoles en matière de transition environnementale. Alors je sais, c'est un terme un peu générique, et ben, c'est justement l'idée de la conférence de ce soir, c'est vous donner non pas une illustration exhaustive, mais quelques idées de ce que les écoles savent faire, et puis aussi pour vous donner envie de collaborer évidemment avec elles. Et vous montrer aussi le champ de compétences. Et la ZAPEC marche, c'est formidable. Alors, on va le faire en plusieurs temps, donc vous aurez 6 interventions. Le premier sujet, je ne vais pas vous le lire, vous êtes assez grand pour le faire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment que donc ce soir, je vous ai dit qu'il y a 14 écoles, mais ce soir, il y en a 6 qui sont présentes. Donc, il y a l'ICAM, l'ICAM Strasbourg, il y a l'ENGES, il y a l'INSA Strasbourg, CESI, à Ingolsheim, TPS, ESBS. Je crois que j'ai oublié personne. Donc, est-ce que vous connaissez, est-ce que tout le monde connaît ces écoles-là? C'est un petit test. Ouais, moi je connais pas CESI. Et ben voilà, ça tombe bien. Olivier est derrière, il est ravi. Est-ce qu'il y a une autre école que vous ne connaissez pas? TPS comme Télécom Physique Strasbourg. Ils sont localisés, donc c'est une école au sein de l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg, et elle est localisée sur le parc d'innovation Elkirch. Une autre école? À vocation de service public. Merci de le rappeler. Ceci étant dit, je vous propose d'aller à l'essentiel, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je vais passer la main à Grégoire de l'UQAM, qui a le plaisir de... D'ouvrir la session. Exactement. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet immense honneur de me laisser commencer la session. Alors, plutôt, je sais pas, peut-être pour revenir en fait, plutôt que de montrer ce qu'on fait dans l'école ou ce que l'école a fait, on va vraiment se baser sur les travaux des étudiants. Donc, je vais faire une petite introduction et après, ce sera vraiment une présentation faite par les étudiants pour une entreprise. Et je voulais aussi rebondir vite fait, alors on parlait de ce réseau Alsastec, mais je trouve ça quand même très amusant qu'il y a beaucoup des intervenants, malgré le fait qu'on soit diverses écoles, on a beaucoup capté un laboratoire études. On se retrouve tous à droite et à gauche dans nos différents réseaux. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce qu'on fait dans l'école et les différents engagements qu'on peut prendre dans le collectif ICAM, qui est un groupe de 7 écoles en France et de 13 écoles en tout avec l'international, et Strasbourg qui est la petite dernière. Dans notre école, on fait des choses que vous avez appris assez classiques, les bilans carbone, les analyses de cycle de vie, co-conception, études de faisabilité, l'accompagnement sur les labels. Et tout ça, on peut le faire au travers de différentes prestations qui sont suivies avec les entreprises, des projets de recherche et développement pour les dernières années, à hauteur de 150 heures par semestre. On peut le faire sous forme de MSI, donc c'est des gros projets pour les entreprises qui durent 6 mois, où les étudiants sont 100% dédiés, des contrats pro, qui est comme l'alternance ou des stages. Donc avant de rentrer dans le dur, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre? Oui. Ceux qui ne savent pas peuvent lever la main? Ok, vous savez. Oh, Stéphane ne sait pas. Stéphane joue le mauvais élève aujourd'hui. Alors, juste pour Stéphane, effectivement, c'est une façon de pouvoir mesurer ces différents impacts qu'on peut avoir. Par bilan de gaz à effet de serre, il ne faut pas croire que c'est juste le carbone. Ça peut être aussi des autres fluxes de gaz à effet de serre. Mais c'est surtout ça va permettre aux entreprises de mesurer un peu l'impact de toutes leurs actions. Donc on va d'abord définir un peu un scope. Est-ce qu'on peut être juste sur la fabrication, sur les matières premières qui sont importantes, sur le transport qui a été nécessaire pour y arriver? Est-ce qu'on peut prendre en compte le cycle de fin de notre produit ou pas? Donc tout ça, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir identifier les différents enjeux importants pour notre entreprise sur ce produit, de comparer avec d'autres. Est-ce qu'on garde les mêmes performances techniques tout en étant bien sur les performances environnementales? Et bien sûr, alors pas forcément faire du greenwashing, mais ça permet de communiquer derrière et de pouvoir capitaliser. Je vais faire ma porte.
Fusion. Donc comment ça se fait? Déjà, il faut avec l'entreprise, avec le client, définir un peu les bases, les objectifs et les limites. Donc, vous allez voir, il y a le scope 1, le scope 2, le scope 3, et collecter des données, ce qui est le plus dur, le plus long. Et on a vraiment besoin de la coopération de tout le monde pour pouvoir y arriver. Notamment, vous savez, les dirigeants, vous savez, c'est juste comment. Si on veut vraiment tout avoir, vous allez avoir besoin des données de prestataires, etc. C'est le travail le plus facile. Et au fur et à mesure qu'on collecte ces données, on peut commencer à les interpréter. C'est un peu petit en un, c'est pas mal. Tout est important dans les développements. Les gaz à effet de serre, tout. Et donc, il fallait ces données, calculer les émissions, mais on va revenir pour pouvoir affiner tout ça. J'avais différentes bases de données à votre disposition. Vous avez l'ADEME, principalement avec bilan produit, une base impact, et aussi les logiciels de bilan avec très important, c'est un petit peu, j'aime souvent faire parler avec l'analyse de cycle de produit, l'analyse du cycle de vie, on va pouvoir regarder, on regarde un peu tous les limites. On a les 9 minutes planétaires, la méthode 6 qui sont déjà dépassées, avec le bilan de gaz à effet de serre, généralement se focalise plus juste sur les différentes émissions de gaz, mais vous pouvez aussi avoir l'impact sur tous ces facteurs, la classification de l'océan, les changements d'affectation des sols, changements climatiques, etc. Il ne faut pas oublier tout ça. Et comme je vous disais, voilà, on peut se focaliser sur différents scopes. Scope 1, ça va être vraiment juste les émissions propres de l'entreprise avec la flotte de voitures, etc. Scope 2, on va élargir un petit peu plus. Les émissions qu'on dit indirectes. Donc l'énergie qui m'est fournie, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a été produite. Et on va aller ensuite sur le scope 3, qui sont toutes les activités en amont de l'entreprise, que vous savez tous nos fournisseurs, les matières premières qu'on nous apporte, ce sont les impôts. Et ensuite, ce qu'on dit, c'est après, ce qu'on fait sur la fin de vie de notre projet. Donc maintenant qu'on a remis tout ça, on a repitché le truc, on va regarder l'exemple de production d'empreinte de carbone d'un site de production. Ok. Donc il me reste 10 minutes, j'ai déjà fait 10 minutes. Merci. Toujours s'accorder sur le langage des signes avant de commencer. Vous verrez, j'ai caché pas mal de trucs. J'espère avoir tout censuré avant que vous ne puissiez pas deviner quelle est l'entreprise derrière. S'il vous plaît, n'essayez pas de deviner. Donc, ça c'est vraiment la présentation des étudiants qui ont fait à l'entreprise et qui ont pitché devant la plupart des collaborateurs qui étaient concernés derrière. Donc, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce bilan carbone? Effectivement, ils expliquaient que si on veut pouvoir atteindre nos objectifs pour rester sous ces 1,5 voire 2 degrés d'ici 2050 de réchauffement, il y a une part d'action personnelle, une part d'action collective, effectivement les achats qui se peuvent faire, les personnes pour qui on va voter, c'est très d'actualité d'ailleurs en ce moment, nous ne faisons pas de politique aujourd'hui. Et donc voilà, ensuite on présente les enjeux. Donc, pour cette entreprise qui vient de mettre en place sa politique de développement durable, effectivement c'était très important pour eux d'être accompagnés sur ce sujet, vraiment mesurer l'impact carbone de tout leur site de production, avec les 3 scopes. Donc c'était les objectifs de nos chers étudiants, et voilà, donc ils vous expliquent la démarche, exactement ce que j'ai présenté tout à l'heure, avec la collecte des données, le bilan carbone qui s'est fait selon la méthodologie moderne, c'est classique, après ça demande il y a des dossiers peu NIPE, etc., mais qui sont durs à utiliser. Ensuite de tout ça, on va pouvoir en tirer des pistes de progrès, des pistes d'amélioration. Et ensuite sensibiliser les personnes de l'entreprise. Donc il y avait vraiment, ça peut être très vertueux, c'est pas juste utiliser leur bilan, c'est vraiment pour sensibiliser tout le monde de son emploi. Donc on peut voir un petit peu, encore une fois, mettre les différentes étapes qu'ils ont pu faire. Alors un peu beaucoup de ces données sur Excel, comme vous pouvez le voir, sur la compréhension des processus, qui est vraiment la base au début pour savoir, je ne sais pas, par exemple, si je produis un petit jouet, d'où vient le bois, d'où vient la peinture, quel traitement ils ont subi au sein de l'entreprise avant d'arriver et d'être assemblés. Donc on collecte tout ça. La difficulté, vous n'avez pas forcément toutes les données sur ces bases de données. Donc vous pouvez aller piocher à droite, à gauche, ça peut être un sacré casse-tête. On est amené à faire quelques approximations, souvent. Donc un bon bilan carbone, normalement, est donné avec une espèce de barre d'erreur derrière. Vous verrez, ce n'est pas forcément le cas ici, mais c'est un exercice assez difficile.
donc toujours à faire des allers-retours pour voir si vous avez rien oublié. On voit ici qu'ils ont aussi utilisé Tuvalu. Tuvalu, c'est un autre logiciel de bilan carbone. C'est d'ailleurs le logiciel qui est également utilisé par l'ICAM pour mesurer sa propre empreinte. Ni mieux ni moins bien qu'un autre, et ensuite la mise en forme des résultats, c'est plus relatif. Donc, si on regarde ce bilan, parmi tous les gaz à effet de serre, je dis, il n'y a pas juste le carbone, on retrouve effectivement le méthane, le dioxyde d'azote, les hydrofluorocarbures, le diafluorocarbure, l'hexafluorose, le soufre, vraiment, et la vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, on le dit souvent, la vapeur d'eau, on le prend aussi. C'était un petit rappel pour sensibiliser tous les employés. Et donc là, on voit une première fois leur résultat, qui n'est pas trop détaillé, mais on voit un peu l'impact de tous les scopes. Donc on voit à quel point il est très important d'aller quand même mesurer le scope 2 et le scope 3. Le scope 1, écoutez, les mesures directes juste de l'entreprise elle-même, ça représente rien du tout, 0,6% de tout leur impact. Donc on voit qu'ils ont calculé l'impact en un an de ce site de production à 82 kilotonnes équivalent carbone, soit l'équivalent de 500 tours du monde en voiture, consommation de presque 12 000 foyers et 2 milliards de mails échangés. Pour avoir un petit ordre de grandeur. C'est souvent la première chose que vous avez quand vous communiquez derrière et coordonner cet ordre de grandeur très rapidement. Donc le scope 1, on voit que c'est le chauffage au fioul, donc effectivement là l'action peut être très simple de passer d'un chauffage au fioul à un chauffage un petit peu plus vertueux, qui consommera peut-être pas d'énergie fossile, peut-être même isoler le bâtiment pour réduire cette consommation. Ensuite, diminution indirecte de l'énergie. Donc tu vois que c'est important, tu vois que c'est le gaz principalement, donc là voilà, c'est pareil. Est-ce que l'entreprise veut engager une réflexion autour de changer son approvisionnement en énergie? Est-ce que ça va être du gaz? Est-ce qu'il faut passer sur les énergies renouvelables ou d'autres? Donc là, ils ont pratiqué un petit peu. Et le scope 3, donc là il y a un détail un peu plus poussé du scope 3, vous trouvez ça sur le site, la date c'est parti. Et donc là, ils vous montrent vraiment ce qu'ils ont fait. Parce que voilà, ça c'est très dur de tout faire. C'est très dur de tout faire, donc ils se sont concentrés sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes qui avaient l'air d'être les plus impactants pour eux. Donc on voit le fret en amont-aval, l'immobilisation, la fin des déchets et les déplacements professionnels. Donc regardons ça un petit peu plus en détail. Donc on voit comment c'est reparti. Donc le fret est vraiment le plus gros impact que vous pouvez avoir. Donc là ils vont commencer à réfléchir sur comment je m'approvisionne, comment je fais balader mes produits. Donc la mobilité, c'est pas trop mauvais. Donc ils regardent le fret en amont, c'est 25 tonnes par an. Et ensuite ils voient pour arriver à l'entreprise, et ça c'est ensuite pour repartir à l'entreprise. C'est ce qu'ils ont à faire bouger. Donc ils ont fait quelques calculs, ils regardent les lignes de camions que ça va utiliser, etc. La distance moyenne de camion. Ensuite, dans vos petits tableurs Excel, ça veut dire si vos camions sont plutôt diesel, ça va être en émission, etc. Donc c'est vraiment ces bases de données. Ils ont vraiment poussé le truc loin pour voir l'impact sur les différents pays dans lesquels ils allaient. Donc forcément, ça va pas forcément être le même camion, ça va pas forcément être la même autorisation. Donc il y a une essence, diesel ou autre, etc. Le transport maritime, ils ont fait la même chose. Des bateaux pour la Chine, pour la Malaisie, etc. Et le fret aval, c'est pareil. Ils ont fait combien de camions rentraient à l'usine, combien repartaient, etc. Ils ont pris des coefficients de l'appel, pour calculer, alors ça fait quand même 122 millions de kilomètres par an, c'est impressionnant. Donc c'est le fret aval, donc voilà, il donne un peu l'équivalent derrière. Et les déchets de fin de vie d'usine, vous ne pouvez pas deviner. On peut voir tous les déchets, excusez-moi. On peut voir tous les déchets, l'impact de tous les déchets. Donc on voit tout de suite le gros qui ressort, l'impact des produits chimiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être agir directement sur cet impact-là. On voit aussi les émissions liées au déplacement du personnel, qui n'est pas forcément si important à côté des émissions du mouvement du personnel. Et donc ça c'est pour la fin de vie, donc ça va commencer à brûler ce qu'ils font. Brûler leurs déchets, si c'est une bonne chose ou pas. Le transport maritime, c'est par la combustion à la fin.
Ils ont aussi regardé la consommation d'eau, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire sur leur projet d'eau, quand ils retraitent les déchets. Ils ont ensuite, on a parlé de mobilité, donc comment je peux impacter la mobilité de mes collaborateurs. Donc, par exemple, à l'ICAM, on a mis une prime pour la mobilité à vélo. On encourage le covoiturage, il y a plein d'actions d'Eurométropole pour se faire aussi. Donc, je veux dire, toutes les actions qu'on peut faire, je passe, parce que vous avez à peu près compris le principe maintenant, j'imagine. Ils ont aussi regardé le parc informatique, les appareils électroniques, le nombre de mails envoyés par personne, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Ils ont vraiment fait un truc à 360 sur ça. Le travail était vraiment énorme là, pour avoir toutes ces données. L'alimentation de leurs salariés aussi, c'est quand même fort d'arriver à avoir toutes ces données. Les cas de cantine, c'est un peu plus difficile. Et donc ensuite, ils finissaient avec les pistes de progrès. Donc, par exemple, là, vous pourriez peut-être changer de procédé chimique pour traiter vos déchets à la fin, ce qui vous permettrait de générer de la chaleur quand vous les traitez. Remplacer 1% du gaz dans les projets, etc. Ils leur parlaient de nutrition. Comment on peut utiliser leurs déchets ailleurs, certains autres déchets. Comment on pourrait améliorer leur approvisionnement en énergie. Donc, tout à l'heure, il parlait de gaz, donc il y a un besoin de gaz dans les déchets. Comment sensibiliser leurs collaborateurs afin de mieux expliquer toute la démarche, donc proposer un atelier d'automne. Je ne sais pas si vous connaissez l'atelier d'automne, donc ils l'ont fait avec les employés là-bas et ils vont aider tout le monde à descendre et à leur montrer que toutes les actions possibles, tous les leviers et l'impact que chacun s'est donné. Donc effectivement, ils ont été aussi très honnêtes. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'approximations dans tout ça. Il faut savoir les évaluer aussi. Conclusion, c'était le bilan de l'entreprise, de tout le site, pour un an, et donc les pistes d'amélioration, la sensibilisation des collaborateurs, et forcément, grâce à tout ça, espérer pouvoir améliorer en termes de leurs produits et communiquer dessus. Voilà, et donc on nous dit, c'était un timing parfait. Merci. Bravo, Vous avez des questions, je Je vous en prie. Bonjour, Pierre Cosmati de la LF. J'ai beaucoup parlé. Merci. Est-ce que vous avez questionné le besoin au travers de ces études? Le besoin du client. Non, le besoin, l'utilité de produire ce type de service auprès du client. Alors, je vais parfaitement honnête, je n'ai pas suivi ce projet-là. Mais généralement, oui, c'est ce qu'on fait. Quand on arrive et qu'on les rencontre, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Effectivement, si c'est juste pour faire du game machine à la fin, c'est pas forcément quelque chose auquel on va beaucoup adhérer. Par contre, là, il y avait une dimension vraiment sensibiliser tous les collaborateurs du site, en plus de vraiment avoir cette image de l'impact de leurs produits. Donc, c'était quelque chose, une valeur qu'on partageait, donc on peut trouver sur le terrain. peut-être, pour répondre à un petit éclairage, j'ai une discussion avec les entreprises, souvent, c'est aussi une manière d'avoir des éléments factuels en interne pour les équipes qui sont engagées sur ces sujets. Et très souvent, il y a des gens volontaires qui sont un peu en avant du face, peut-être avec des personnes, et très souvent, ils ont besoin d'éléments aussi factuels sur lesquels elles peuvent un peu s'ancrer pour pouvoir justement convaincre progressivement les décisionnaires. Moi, j'ai souvent vu ça comme ça aussi. Ça permet d'être une première étape pour d'autres choses. On a une image globale, après, si ça les intéresse, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres sur lesquels il y a un degré d'incertitude, on commence à avoir des premiers éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour convaincre son cousin, le décisionnaire à aller à l'étape suivante. Je vous parlais de Tuvalu tout à l'heure. Je fais avec Tuvalu depuis 3 ou 4 ans à l'ICAM. On va se mentir, c'est vraiment pas parfait. Il y a des choses que j'approxime je fais une approximation toutes les années, mais je fais la même toutes les années. Donc on a quand même, on voit si ça croît ou ça décroît. Juste une toute petite, sur l'avant-avant-dernier slide, quand tu marquais comment tu communiques avec les collègues, les salariés, je veux bien que tu regardes, je crois que c'est le 41. C'est arrivé. Bon, c'est pas grave. Tu avais marqué que les affiches pour sensibiliser les salariés, les collègues, avaient été abandonnées. Oui,
est-ce que... Comme Voilà. je le disais, moi je n'ai pas vraiment suivi ce projet. Ok. J'en ai entendu parler après, j'ai pu voir. Je trouve ça quand même relativement étonnant, peut-être violent, je comprends, hein, c'est du papier, il ne faut pas abuser, mais les affiches, c'est quand même un très bon moyen de sensibiliser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a fait une grosse campagne d'affichage aussi dans notre école. Il y a sûrement une raison derrière que je ne suis pas capable d'expliquer. Pas de souci, je t'en prie. La direction a tout précisé. C'est qui a fait ça chez vous? Qui a fait ça chez nous? C'était tout au début. Oui, c'était des étudiants. Non, mais le tuteur. Qui les supervisait. Le tuteur qui a fait ça. Les étudiants seront encadrés par... Oui, bien sûr, ils sont encadrés. On est d'accord. Tout à fait, ils sont encadrés. On ne les laisse pas en fait. Non. Je ne sais pas, je ne crois pas avoir vu le nom d'un superviseur sur la première slide. Qui est un mauvais point, je vous l'accorde. Alors, il n'y a pas de souci. Tout à fait, il n'y a pas de nom de superviseur. Donc si... Mais écoute, en termes de gage, tu es obligé de nous dire de quelle entreprise il s'agit. Merci. Oui. De toute façon, je rassure toutes les entreprises présentes, il y aura toujours un collaborateur compétent pour accompagner les étudiants. On les choisit en fonction de leurs compétences quand même pour accompagner les différents projets avec les entreprises. Bon, je vous propose de passer au sujet suivant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans les locaux de l'ENGES. Ça me paraissait naturel aussi que... Alors, est-ce que tout le monde connaît l'ENGES? Je vais pas faire le test. l'ENGES? Évidemment. Non, mais toi, tu Moi, je me tenais. Est-ce que tout le monde connaît? C'est tous l'acronyme alors? École nationale. Environnement, eau, Strasbourg, école, et le N, c'est Nationale. Moi, je vous propose d'accueillir Mylène. Bonjour. Avec la bonne, je t'ai dit, je la connais, elle. Bonjour à tous. Donc, comme dit, moi je suis enseignant-chercheur à l'ENGES, ici même. Donc, au niveau des thématiques de recherche, je travaille sur deux thématiques. Il y a une thématique sur vraiment tout ce qui est récupération, sur récupération d'énergie hydraulique. Donc, c'est la petite puissance, sur les petites chutes d'eau, sur la récupération d'énergie cinétique. Et ma deuxième thématique de recherche, elle porte sur la modélisation des inondations en milieu urbain. Donc là, je vais vous présenter un des projets sur lequel on travaille, c'est sur le développement d'une pico-hydrolienne pour l'exploitation d'énergie cinétique. En partenariat donc, avec le laboratoire ECUBE, donc effectivement, je n'ai pas dit qu'on est le laboratoire ECUBE, et on travaille aussi avec l'EDF, le LNEVA de Marseille et le laboratoire hydraulique de Grenoble. Alors par rapport au contexte, déjà, qu'est-ce que c'est une hydrolienne de rivière? En fait, le principe c'est le même qu'une éolienne, sauf que cette fois-ci, on ne va pas récupérer l'énergie cinétique de l'air, mais on va récupérer l'énergie cinétique du fluide dans une rivière. Donc finalement, le principe est un peu le même. Et ce qu'on fait, donc, c'est un peu trop pareil, c'est-à-dire que vous avez un rotor, donc la turbine. Le rotor va transformer l'énergie cinétique du fluide en énergie mécanique. On branche ça à une génératrice et on produit du courant. Donc l'ordre de grandeur des puissances, on n'est pas sur des mégawatts ici, c'est des petites puissances. On part de 100 watts, une centaine de watts, là on est plus sur l'alimentation de capteurs pour aller à plusieurs kilowatts, pour vraiment soit faire de l'arrosement, soit pour alimenter localement des petits villages qui n'auraient pas accès à une petite question. On voit la fin sinon. Ok. Très bien. Donc ici en photo, vous avez typiquement un exemple d'hydrolienne qui a été développé ici au Canada. Et donc les avantages de ce type de techno, c'est que de 1, c'est de l'énergie renouvelable, hein, on récupère l'énergie cinétique de la rivière. C'est une ressource qui est plus prédictible par rapport à l'énergie éolienne. On a une meilleure prédiction pour les débits de rivière. Pas besoin de génie civil. L'objectif, c'est que là, vous avez le système, vous venez de poser sur un système de flottaison. On accroche ça et il n'y a pas besoin de faire de gestion ni rien. Et enfin, un point qui n'est pas négligeable, c'est que globalement, ça fait pas de bouffe. Ça pose parfois des problèmes par rapport aux centrales de l'eau. Alors, Je peux maintenant poser la question, excuse-moi. oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est la houle que vous utilisez ou c'est juste C'est le fluide, courant? Le courant, c'est la vitesse, exactement. C'est comme vous avez une éolienne, vous avez un courant d'air. Vous avez un fluide en mouvement. Ok, je voulais juste avoir cette précision. Merci. Non, bien sûr, pas de problème. Bon, j'arrête parce que Non, vous inquiétez pas. C'est plus sympa si ça tient. Je suis désolée, je suis curieuse. Ouais, c'est très bien. Et donc, alors, je vais montrer un peu le potentiel qu'il y avait derrière ça. Donc là, c'est le public qui avait étudié justement le potentiel hydrocinétique dans le monde. Globalement, il est estimé à 50 400 en grosse 48 000 TWh par année.
Et vous avez ici la carte en fait, justement de vraiment là où vous voyez en jaune, là où vous avez les zones où il y a le plus d'énergie disponible. Et globalement, cette énergie, on la retrouve pas mal en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Donc à ce jour, il faut savoir que ce potentiel il est très peu exploité, donc c'est quand même un potentiel qu'on peut encore aller récupérer. Et voilà pour cette slide. Alors, autre marché aussi, par rapport au marché, pardon, si on regarde un petit peu, déjà il y a en Europe, donc il y a pas mal de fleuves en Europe, et en Europe on peut récupérer l'énergie cinétique de ces fleuves, soit encore une fois pour la production d'énergie pour alimenter des capteurs, soit vraiment pour faire de la remonte. Il y a les zones non interconnectées, donc quand on parle de zones non interconnectées, c'est non interconnecté au réseau électrique français. Donc vous avez, vous avez la Guyane, la Guadeloupe, des choses comme ça. Et bien sûr, vous avez les pays en voie de développement, où là, il y a plein de villages dans notre pays, dans la Pampa, où ils n'ont pas accès au courant. On va être là-dessus après. En France, un autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux d'irrigation. Dans les réseaux d'irrigation, on retrouve localement aussi la vitesse, mais on pourrait imaginer d'instrumenter ces réseaux grâce à ces hydrogènes. Et enfin, dans les canaux de fuite, notamment au niveau des moulins ou des seuils, typiquement là, depuis Moulin à Strasbourg, vous voyez, c'est le Batouba exactement. Et là, on voit que pareil, il y a pas mal d'énergie cinétique qu'on pourrait récupérer pour faire quelque chose. Alors justement, par rapport aux zones non interconnectées et aux pays en voie de développement, là, je vous ai mis un peu la carte d'accès à l'électricité en Afrique. Donc vous voyez, les zones rouges, c'est là où les zones n'ont pas accès au courant. Et à droite, vous avez le potentiel énergétique des rivières. Donc en regardant un peu les deux, on peut se dire qu'il y a quelque chose à faire. On pourrait installer ces technologies pour alimenter localement juste quelques kilowatts pour alimenter des villages en électricité. Sachant qu'à ce jour, globalement, les gens ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent soit les groupes électrogènes, les groupes électrogènes c'est polluant, il faut ramener l'essence et tout ça et tout ça. Vous avez les panneaux solaires, et la problématique du panneau solaire, c'est un peu toujours la même, c'est que soit ils sont organisés, soit ils sont volés, et on en retrouve un peu partout en ce moment qui traînent. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que les hydroliennes, en fait, ça pourrait être en partie, donc c'est la solution, super, mais en tout cas, ça pourrait être toute la partie de la solution pour aider ces choses. Si maintenant je fais un petit zoom un peu sur les technologies existantes au niveau des hydroliennes de rivière, on va dire qu'il y a trois grandes technologies. Vous avez les turbines, donc les rotors à axe de rotation horizontal, c'est-à-dire que l'axe de rotation est comme ça et le flux vient comme ça. C'est typiquement, on se retrouve dans le milieu éolien. Vous avez les turbines à axe de rotation verticale, donc cette fois-ci l'axe de rotation il est comme ça, et le plus loin il vient perpendiculairement à l'axe de rotation. Et enfin, il y a les systèmes oscillants. C'est plus des technologies oscillants, c'est plus encore en voie de développement, donc pour l'instant je ne vais pas faire un zoom là-dessus, mais voilà, pour que vous sachiez que ça existe. Donc globalement, avant notre projet, typiquement, si on compare un peu ces deux systèmes, globalement, les turbines à axe de rotation horizontale, ils ont des meilleurs rendements de base, entre 35 et 40%, VS environ moins 30% pour les turbines à axe de rotation verticale. Néanmoins, les turbines à axe de rotation verticale permettent une meilleure exploitation de la section de coulement, je reviendrai là-dessus après. Et elles sont aussi insensibles au sens de l'écoulement, c'est-à-dire que l'écoulement peut venir de n'importe où pour la turbine, c'est la même chose. C'est aussi intéressant. Donc là, justement, je fais un petit comparatif entre les deux principales technologies, donc turbine à axe de rotation verticale et turbine à axe de rotation horizontale. Donc tout bêtement, si vous regardez pour à la même dimension H, pour un même encombrement, vous allez exploiter une plus grande section d'écoulement avec ce type de turbine qu'avec ce type de turbine. C'est là un sacré avantage, sachant que dans la rivière, la surface qu'on peut exploiter, elle n'est pas forcément infinie. Donc c'est pas mal. Autre point important, c'est que les turbines à axe de rotation verticale, elles présentent moins d'interaction avec la surface libre. Donc la turbine, on peut la mettre plus proche de la surface libre, et du coup, on peut exploiter une plus grande section d'écoulement. Donc c'est vraiment un point qui est intéressant. Autre point intéressant, c'est que si on peut imaginer une grande rivière, on imagine mettre différentes turbines en parallèle pour exploiter une plus grande section d'écoulement, on aura un meilleur effet de confinement avec ce type de turbine, parce qu'en fait, le flux, on le force à rentrer dans les rotors, alors qu'avec ce type de turbine à axe de rotation horizontale, le flux il pourra contourner, et du coup, on développera moins de puissance. Ça paraît tout bête comme ça, mais ça fait gagner beaucoup de points sur le rendement. Alors justement, maintenant j'en viens un peu à la centrale truc 2, la microcentrale hydroélectrique. Alors, le cahier des charges qu'on s'est mis, l'objectif c'est de pouvoir exploiter des courants de rivière avec des tirants d'eau qui font environ au moins 1,50 m et avec des vitesses, quand même des vitesses minimales de l'ordre de 1,5 m par seconde.
Donc vraiment, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut exploiter pour avoir un peu de potentiel comme ça. On veut une techno qui soit forcément très robuste et fiable, parce que si on déploie ça dans des pays en voie de développement, on n'a pas forcément tous les savoir-faire, toutes les technos nécessaires sur place pour faire la maintenance, donc c'est très important. Et bien sûr, il faut aussi proposer tout ça à un coût très réduit, parce que si vous proposez la Rolls-Royce, la turbine qui coûte 100 000 € pour 2 kW, c'est pas possible. Donc l'objectif, c'est vraiment de tendre, si possible, vers le solaire, ce qui est loin d'être évident, on travaille dessus, mais c'est un peu l'objectif. Et enfin, voilà, après on veut travailler sur des parcs hydroliens, donc ce que je vous disais, il y a des hydroliens en parallèle, mais ça sera plus tard. Voilà un peu pour le cahier des charges. Pour faire simple, en fait, nous ce qu'on veut faire, c'est développer en fait, la LADA de l'hydrolienne, un truc pas cher, robuste, qui tient en route, tout simplement, et tout bien avec des bonnes performances. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné. Alors, par rapport au choix du rotor, et ben, pour toutes les raisons que je vous ai données avant, bien que de base on ait des rendements qui sont inférieurs, on a choisi tout de même une turbine à axe de rotation verticale, justement par rapport aux effets de confinement et à la plus grande section d'écoulement qu'on peut exploiter avec ce type de turbine. Alors, il faut savoir que pour un rotor donné, pour une turbine donnée, la puissance disponible, donc ça c'est la puissance cinétique disponible, ça sera 1,5 € pour la section exploitée, fois la vitesse au cube, donc on se rend bien compte qu'il faut de la vitesse pour avoir la puissance, et après si on veut la puissance mécanique, on multiplie encore par le rendement de CP, c'est le rendement de la turbine. Donc nous, pour améliorer les performances de notre système, on a travaillé sur 2 points. On a travaillé sur forcément le rendement de notre turbine, mais aussi sur la vitesse d'incidence qu'on veut accélérer localement. Alors, par rapport au CP, la première action, c'est l'optimisation en fait du rotor. Alors il faut savoir que ça c'est un rotor classique, une turbine à axe de rotation verticale, et les 3 grandes sources de dissipation d'énergie qu'on peut retrouver dans ce type de turbine, ce sont en fait les tourbillons de Klumperman, c'est les tourbillons qui se développent au niveau de l'axe central, c'est typiquement ce qu'on peut voir ici. Vous avez les tourbillons marginaux, c'est typiquement ce qu'on retrouve sur les bouts d'aile des avions, quand vous voyez les nuages comme ça, ça dissipe beaucoup d'énergie, c'est ce qu'on voit ici. Et enfin, il y a les tourbillons qu'on appelle les tourbillons d'interférence. C'est dès que vous avez en fait un changement d'angle, les petits tourbillons qui se créent. Et ça, pareil, ça dissipe de l'énergie. Et du coup, pour améliorer les performances, l'objectif c'était de diminuer toutes ces pertes d'énergie. Donc on est passé de ce type de rotor classique à ce nouveau rotor-là. On ne voit pas ici, mais maintenant on n'a plus l'axe central et on a un rotor qui est continu. Donc en fait, on n'a plus de tourbillons de bout d'aile, parce qu'on vient les casser avec le retour. C'est typiquement ce que vous voyez sur les avions, en bout d'aile, vous avez les lunettes, on appelle ça, et eux, ils viennent casser les tourbillons marginaux. Donc grâce à ce nouveau profil, on passe à des rendements compris entre 25 et 30%, mais là, maintenant, on arrive déjà à atteindre 35-40%, et déjà on rattrape les turbines à axe de rotation horizontale type de. Donc c'est là un sacré. Deuxièmement, sur une même machine, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas juste un rotor, mais on met 2 rotors en parallèle, c'est ce que vous voyez en bleu, et ils sont contra-rotatifs. Et en fait, ça joue un rôle d'aspiration, et on augmente légèrement encore le rendement de notre machine. Donc là, c'est un peu ma pub, mais globalement, on arrive à peu près à dépasser encore les turbines d'axe de rotation. Dernier point, je vous disais que nous, on veut accélérer l'écoulement, donc ça paraît bizarre, comment est-ce qu'on va accélérer l'écoulement? Eh bien, on va utiliser des carénages. Alors, il faut savoir que sans carénage, là c'est un exemple, vous avez un rotor n'importe lequel, et en fait, vous allez, quand vous placez le rotor dans un fluide, vous n'allez pas exploiter la section-là, et vous allez uniquement exploiter cette section-là. Parce qu'en fait, le fluide, naturellement, il ne peut pas travailler, donc il va contourner notre système, et bien, s'il ne travaille pas, on ne produit pas d'énergie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des carénages latéraux, et en fait, ces carénages latéraux, ils vont jouer le rôle d'aspirateur, et du coup, la section qu'on va turbiner, ce sera plus celle-ci, mais on pense à leur rôle. Et du coup, une plus grande section d'écoulement qui arrive au centre, donc plus grande vitesse, localement au niveau du rotor, et donc plus de puissance. Alors, maintenant, par rapport au système en lui-même, on va vraiment vers le plus robuste, le plus basique, tout ce qu'il faut pour le moins cher. Et globalement, vous avez 3 points principaux. Vous avez le système de flottaison en jaune. Dans la première version, on avait des kayaks, on a vraiment réfléchi à avoir le truc le moins cher possible, le plus simple possible. Bon, là, on va évoluer sur un autre système. Vous avez la partie turbomachine. La partie turbomachine, c'est celle-ci. On va faire un petit zoom dessus après.
Et après, un point qui paraît tout bête, mais qui est quand même compliqué, c'est le système d'ancrage. C'est que vous mettez votre turbine, votre centrale flottante, vous le mettez dans l'eau. Comment est-ce que vous l'accrochez? Il ne faut pas l'accrocher n'importe où. Si vous l'accrochez par exemple ici, elle va se mettre en avance. Si vous l'accrochez trop bas, elle va se mettre en arrière. L'objectif, c'est de trouver le bon point de fixation et le bon moyen de fixation pour cette tienne et que ça soit stable. Et ça, c'est justement le petit zoom sur la partie turbomachine. Donc vous voyez bien les deux rotors en bleu. Vous avez les carénages qui sont profilés type NAG. Et vous avez aussi les systèmes anti-débris, parce qu'il faut savoir que dans la rivière, on peut tout n'importe quoi. Et donc, il faut quand même un système de protection. Voilà pour la partie turbomachine. Donc par rapport à cette techno, ce système qu'on développe, on a eu un financement du CNRS Innovation. Et du coup, dans ce financement, justement, sur ce projet, en ce moment, on travaille sur différents éléments, dont le dimensionnement de l'installation. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire tous les calculs, toutes les simulations pour dimensionner au plus juste l'ensemble, forcément pour limiter les coûts. Parce qu'on pourrait surdimensionner, et du coup, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc nous, on prend aussi un petit peu de sécurité, mais on ne veut pas non plus surdimensionner pour que ça coûte trop cher. Donc là, on fait de la simulation, on fait plein de choses différentes. Ensuite, vous avez aussi la conception de la partie électromécanique. Ça, c'est une partie qui est aussi très complexe, parce que vous avez le rotor, mais après, il faut transformer l'énergie mécanique du rotor en énergie électrique. Et là, il y a toute la partie génératrice, plus la partie contrôle, sachant que vos rotors, s'ils ne tournent pas à la bonne vitesse de rotation, par exemple, vous n'aurez pas les bons rendements. Donc, il y a tout un système de contrôle à développer. Et là, on travaille dessus aussi. Pardon, Oui. VF, c'est quoi? Tout ça. Voilà. Interaction de la centrale avec la Ah oui, pardon. Manipulation numérique 3D, ça je comprends. Ouais. Mais par VF, je ne sais pas. Alors, la première méthode qu'on utilise pour simuler l'ensemble dans l'écoulement pour voir s'il est stable, c'est une méthode qui s'appelle la méthode SPH. C'est une méthode lagrangienne. En fait, on simule l'écoulement avec des particules. C'est bon. Et VF, c'est pour la méthode par volume fini. Donc, on a un maillage fixe. C'est deux méthodes différentes de calcul d'écoulement, de simulation numérique. Le point suivant, c'est là où on travaille avec Marcel, qui sont justement spécialisés dans les matériaux et les procédés. C'est que en fait, comme vous voyez, on a des formes complexes. Typiquement les carénages latéraux, vous avez les rotors aussi qui ont une forme complexe. La question reste comment est-ce qu'on va construire ces formes, quels sont les procédés qu'il faut utiliser pour que justement ces pièces résistent aux contraintes mécaniques et qu'elles soient les moins chères possibles. Parce qu'on peut imaginer faire ça par usinage, mais bon, on va payer 10 000 € l'usinage, c'est pas la peine. Donc on faut qu'on trouve d'autres systèmes. Donc là, par exemple, pour les rotors, on est en train de voir on a deux pistes principales, soit faire du coulage, on fait ça par couler, soit on va faire en fibre de carbone, ça coûte un peu plus cher, donc voilà. On est en train de voir, on regarde quels sont les prix, il faut voir aussi, il faut que ça résiste, parce qu'il y a certains efforts qui s'appliquent dessus. Donc là, il y a tout un travail de procédé qui est en cours et c'est pas évident du tout. Le dernier point, l'objectif c'est d'ici un an et demi, c'est d'avoir un premier démonstrateur. Alors ce démonstrateur, on souhaite l'installer, c'est pour ça qu'on est en partenariat avec EDF. On va l'installer en sortie d'une petite centrale de Neuf-Bézac. Donc on est allé faire des mesures sur site, on a des vitesses comprises entre 1,5 et 2,5 mètres par seconde. Donc on a tout ce qu'il faut, le site est vraiment parfait, l'accès est simple. Et là l'objectif c'est de produire une petite centrale qui va produire entre 1 et 3 kW de puissance. Et donc on va tester tout ce qu'on a mis en place, voir si ça fonctionne bien, et voir si on obtient bien les bonnes performances comme prévu. Et le dernier point, bien sûr, c'est de faire de la publicité, c'est que les gens viennent voir ce qui se passe et que vraiment que ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Moi, j'adore. Ah bah, si, ça m'étonne. J'achète. Je parle beaucoup. Bon, Des questions? Je pense que c'est une question qu'on va forcément vous poser avec l'incident sur la voie. oui, là, alors justement, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, notamment pour ce type de rotor à rotation verticale. Donc, il y a pas des essais qu'on fait en laboratoire. Et globalement, il n'y a aucun impact. Alors, je ne parle que sur la faune aquatique. Il peut y avoir des choses à vérifier sur le transport sédimentaire. Non, s'il est vraiment sur des faibles profondeurs, il peut peut-être y avoir des problèmes d'affouillement aussi. Ça, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Mais par rapport au caractère ichtyophile de la turbine, ça, il y a pas mal d'essais qui ont été faits, il y a pas mal de publications scientifiques là-dessus, et il n'y a pas de souci. Non, on ne tourne pas assez vite. De toute façon, la protection anti
ça va effectivement nous créer une perte de charge localement et donc effectivement ça va limiter le débit qui va rentrer dedans. Mais on pense que c'est pas grand chose, il y a pas mal d'études. Alors on sait, en fait il y a pas mal d'études en amont des gros barrages où ils ont des grilles de protection. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus justement pour minimiser les pertes de charge par rapport à ça. Et donc globalement on a un ordre de grandeur de la perte de charge que ça va créer et honnêtement c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on va produire. Est-ce que c'est les salles des barrages, capitaliser sur toutes les institutions? Alors, pour les barrages, ce que EDF avait pensé, c'était des systèmes de secours. Si jamais vous avez une coupure de courant et que vous fermez les vannes ou des choses comme ça, nous, on pourrait intervenir avec ce type de choses. Après, c'est la seule chose qu'on a vu au niveau du barrage. Parce qu'après, par contre, au niveau du seuil ou d'autres ouvrages, où il n'y a pas d'alimentation électrique, là, ça nous intéresserait aussi pour mettre des capteurs et faire du suivi en temps réel. En fait. On allait montrer des capteurs, typiquement des capteurs de niveau d'eau, et surtout aussi des systèmes de transmission de données que on disait en live, en gros, accès à tout. J'aimerais bien avoir un élément de comparaison pour les ordres de grandeur entre 1 et 2,5 kW. Oui. Donc ça me directement, comme ça ne me parle pas, mais par exemple, cet appareil qui fonctionne pendant une journée, ça pourrait permettre d'alimenter quoi comme appareil. Ça c'est une bonne question. Alors, le point suivant sur lequel on va travailler, c'est sur un système de stockage. Parce qu'en fait, la turbine, la rivière, elle coule tout le temps. C'est pas comme le solaire où c'est intermittent. Là, normalement, ça ne s'arrête pas de couler. Et le problème, c'est que la nuit, s'il ne consomme pas, mais ce qui pourrait être sympa, c'est en fait, d'avoir un système de stockage à côté pour emmagasiner l'énergie qu'on produit la journée et la nuit. Et après, on pourrait alimenter les frigos, alimenter les ordinateurs, des choses comme ça. Enfin, les ordinateurs, les lumières, tout ça. Vous avez déjà envisagé le passage au mode industriel? On n'y est pas encore là, pour l'instant on est en mode démonstrateur, prototype, mais on n'est pas encore dans l'industriel. Mais par contre, là en ce moment on réfléchit donc au procédé de fabrication, on a déjà en tête la partie suivante, c'est comment est-ce qu'on peut produire ça après industriellement, surtout qu'après l'objectif c'est de limiter les coûts. Donc forcément faire une pièce ça coûte beaucoup plus cher que faire 100 pièces. Justement par rapport au coût, Oui. Bien sûr. on a parlé très souvent là, il faut trouver un système qui nous coûte le moins cher possible, etc. Oui. Mais vous êtes en phase de recherche, donc ça ne doit pas être un point qui vous arrête dans le développement. Étant entendu que s'il y a une industrialisation, là, de mon point de vue, ça n'engage que moi, oui. On peut envisager effectivement d'utiliser machin carbone et tout ça, enfin pour réduire les coûts. Mais là, vous êtes en train de développer un truc que moi je trouve absolument magnifique, mais vous vous limitez en fait. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu là. Ouais, le problème, c'est que dès le départ, si on ne prend pas en compte les coûts pour la conception, il va falloir rechanger la conception. Donc on n'a pas trop le choix en fait. Mais il n'y a pas de jour. C'est un peu ma question, dans le sens où qui vont être vos usagers futurs et comment on va être assuré à la maintenance. Parce que du coup, moi, contrairement à ce que vous pouvez dire, je pense que ça rentre justement en jeu sur l'aspect de coût. Oui. Parce que ça va être très important pour les usagers finaux. Exactement, c'est C'est un peu limitant de mon point de vue. Mais il faut, il n'y a pas le choix, parce que si c'est une machine qui n'est pas robuste et qu'il y a la maintenance toutes les 2 semaines, c'est pas la peine, ça n'ira pas. Il faut vraiment quelque chose qui soit pas cher et vraiment le plus simple possible, pour trouver les éléments mécaniques, les conceptions mécaniques les plus simples possibles pour être le plus robuste possible pour avoir le maintenance possible. Dernière question. Le transport de l'énergie produite par câble, souterrain, aérien, en terre. Là, ça c'est une bonne question. Ça, on va voir encore, on va y réfléchir encore. C'est pas par câble, mais comment est-ce qu'on va le mettre, comment est-ce qu'on va tirer le câble, ça on ne sait pas encore. C'est-à-dire en Chine, c'est pour de réparation. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses à penser là-dessus. Là, on n'est pas encore aussi. Non, mais c'est très bonne question. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a encore des points à éclaircir, mais. Merci Guillaume. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci de l'invitation. Présent, je suis Jacques Langloff, je suis enseignant-chercheur à l'École Strasbourg en robotique. Et je vais vous parler ce soir de la frugalité en robotique.
sous un angle plutôt recherche, mais toutes les choses que je vous présentais là ont donné lieu, donneront lieu encore à des stages de master, mais aussi couplés à des stages d'ingénieurs ou des PRT. On accueille également des étudiants de l'INSA qui font des PRT dans notre laboratoire. Alors, tout d'abord une petite définition de l'innovation frugale, parce que c'est de ça qu'il s'agit là dans ce sujet. On peut donner d'ailleurs une définition frugale de l'innovation frugale en 3 mots, mieux avec moi. Donc, voilà, ça résume bien. Et donc, pour donner un peu un contexte de ces travaux, ils ont été... J'ai loupé un slide. Voilà. Ils ont été développés au laboratoire ICUBE dans l'équipe RDH, Robotics Data Science and Healthcare Technologies. Et dans cette équipe qui est assez grosse, l'équipe robotique d'ICUBE, il y a 3 thèmes, dont un thème qui est dédié à la frugalité. Alors on ne l'appelle pas frugalité, on l'appelle parcimonie. Et le nom du thème, c'est Complex Systems and Parsimony. Et je vais vous faire une petite rétrospective sur 20 ans. L'avantage quand on atteint mon âge, encore canonique, mais quand même, c'est qu'on peut faire une petite rétrospective sur 20 ans. 20 ans de carrière. Ma carrière a commencé en 2000, mais voilà, c'est les résultats sur les 20 dernières années avec 3 exemples, 3 domaines scientifiques en robotique différents, assez différents, qui correspondent aux différentes thématiques que j'ai étudiées. Donc d'abord la robotique médicale, ensuite la robotique parallèle à câble, et enfin la robotique aérienne qui est la plus récente et sur laquelle je m'appesantirai un peu plus. Alors la robotique médicale tout d'abord. Alors il s'agit d'un travail qui a été réalisé en 2004 dans le cadre de la thèse de Romuald Guilly, d'ailleurs, qui est là ce soir. Je ne savais pas du tout qui viendrait, que j'encadrais à l'époque. Et donc, qui portait sur la compensation de mouvements physiologiques, et plus particulièrement le suivi de cœur battant, dans le but de réaliser un pontage coronarien à cœur battant, d'éviter d'arrêter le cœur qui entraîne un certain nombre de complications et donner la possibilité au chirurgien d'opérer sur un cœur battant, avec un robot qui suit le cœur et le chirurgien qui superpose ses mouvements de suture sur le mouvement de compensation de mouvements relatifs entre l'outil de chirurgie, qui est un outil de suture, et le myocarde. Et vous allez voir que dans cette première itération, le système est tout sauf frugal. Alors il y avait une équipe de recherche de journalistes qui étaient venus à l'IRCAD pour faire un petit reportage. Je vous passe ce reportage, il résume assez bien le concept. Qui n'est pas stoppé, et donc des opérations éventuellement surface, mais également à l'intérieur, en donnant l'impression au chirurgien de travailler sur un cœur virtuellement stabilisé par le robot, et même en fournissant au chirurgien une image stabilisée de ce qu'il voit alors que le cœur continue de battre. Et le robot suivra, donc tel que le présente cette expérience, suivra le cœur en temps réel et pourra faire des opérations très précises de suture par exemple, tout en continuant avec un cœur qui continue de battre. Alors, dans moins d'une dizaine d'années. Ouais, non. Alors, comme vous le voyez, le système est quand même relativement volumineux. Hein. C'est un robot assez puissant qui est capable de faire des accélérations assez importantes, qui prend la place dans potentiellement le bloc opératoire, qui nécessite un système de vision particulier. Bon, à l'époque, c'était assez volumineux, une caméra 500 restes, aujourd'hui c'est quand même plus petit, mais n'empêche, c'est tout sauf frugal, soyons clairs. Et donc 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on aboutit à une solution, après beaucoup d'itérations, hein, là je fais un fast-forward, vous n'avez pas les protos intermédiaires, mais là c'est un concept qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus portable, avec un outil de chirurgie qui existe déjà, hein, donc les chirurgies cardiaques à cœur battant, ça existait déjà au moment où on a commencé notre recherche pour le robotiser. Et c'est un stabilisateur cardiaque, donc ici vous avez toujours le simulateur du cœur, et ici 2 doigts de stabilisation, et entre ces 2 doigts vous avez la coronaire qui doit être suturée.
Une suture de coronaire, c'est un geste très précis. Il faut faire 20 pointes de suture sur un diamètre de 2 mm. Donc il faut être précis à peu près à 100 microns. Le chirurgien il a des binoculaires pour agrandir la zone opératoire. Donc le moindre mouvement résiduel, c'est un problème. Et donc forcément, quand le cœur il bat, il va déformer ce stabilisateur passif, parce que le stabilisateur de base il était passif. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de rajouter quelque chose, pas grand-chose, sur ce stabilisateur, ce système de gyroscope, un gyroscope actionné en vitesse. Et au lieu d'utiliser une caméra rapide qui n'est pas frugale pour le coup en termes d'encombrement notamment, et pas que, on a utilisé un capteur MELS, un accéléromètre, le même que vous avez dans le smartphone, pour détecter les mouvements résiduels, de manière à le compenser grâce à l'action de ce qu'on appelle en anglais Control Moment Chart. Donc là, vous allez voir l'effet de ce système. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'action. Vous voyez que ça se déforme bien, là. Et dès que ça se met en rouge, là, la déformation résiduelle est quasiment annulée. Et là, au niveau de la zone opératoire, ça ne bouge plus du tout. Et donc là, on a un système beaucoup moins cher. Hein. Donc l'autre que vous avez vu, le robot, c'est facilement... ça coûtait facilement 150 000 €, on va dire. Et ça coûte moins de 5 000 €. Donc en termes, ça a aussi un impact évidemment sur le coût, sur la facilité de stérilisation, sur l'encombrement de l'espace opératoire, sur la sécurité. Voilà, on gagne sur beaucoup de tableaux. Et donc, j'ai continué mes recherches à la suite de ça dans un domaine un peu différent, mais radicalement différent. Il s'agissait d'un changement thématique. C'est les robots parallèles à câble. Alors les robots parallèles à câble, là c'est totalement différent, c'est pour les grands espaces, domaine chirurgical, critique, volume de travail. Là on est sur des immenses espaces, c'est des robots qu'on peut trouver également à l'extérieur. Vous en avez un au niveau du Stade de France, c'est celui qui porte la caméra quand vous voyez des vues où vous avez l'impression de suivre le joueur par derrière en mode troisième personne. Là, c'est un robot comme ça, avec 4 câbles qui sont accrochés aux 4 coins du stade. Alors là, il y a 8 câbles, parce qu'il faut aussi orienter l'effecteur. Alors, cet effecteur peut s'incliner. En tout cas, là, il est maintenu grâce à ses degrés de liberté en rotation, il est maintenu à l'horizontale. Et vous voyez que l'espace de travail est déjà relativement important. Et il faut savoir qu'un robot industriel classique, un robot série classique qu'on trouve dans les usines, ils peuvent difficilement couvrir un volume aussi grand. Il y en a certains qu'on met sur des rails, là, ça coûte très très cher. Mais de base, on peut dire que la portée d'un robot industriel maximale, c'est 4 mètres. Donc intrinsèquement, ce robot est frugal parce qu'il utilise des câbles, c'est pas cher, on peut facilement étendre son volume de travail en allongeant les câbles. Il est relativement léger, il est assez sûr parce que les pièces en mouvement sont assez légères, il n'y a pas beaucoup d'inertie, donc si on se prend un choc avec une personne, c'est... Bon, celui-là peut-être pas, mais d'autres, c'est quand même beaucoup plus safe qu'un robot industriel de grand volume. Mais il a un petit problème lié au câble, c'est que ces câbles sont flexibles et donc ça provoque des oscillations, et notamment s'il faut aller vite. Et donc nous, pour rester dans cette démarche de frugalité, où on fait mieux avec moins, là pour le moment c'est pas mieux, c'est un peu moins bien, du point de vue des flexibilités. Donc on a voulu travailler sur... ce problème-là. Et donc, au début, quand on change de thématique en recherche, on n'a pas de sous. Il faut se faire connaître. Hein. Je suis passé du cœur battant, là, ça allait, on connaissait, j'étais identifié, à quelque chose de très très différent. Mais c'est pas grave, on peut aussi faire de la recherche avec des moyens frugaux. C'est ce qu'on a fait là. On a très bien publié avec ça. Donc, du point de vue rendement de la recherche, là aussi, il y a eu, au début en tout cas, une certaine frugalité, mais qui était créative. Et donc on a reproduit en fait ce robot. On a fini par collaborer d'ailleurs avec les gens de Montpellier qui faisaient le robot que vous avez vu, dans un projet ANR. Mais là on n'avait pas encore les financements et on a utilisé simplement des robots Mainstorm, des composants très très low cost. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est exactement ça. C'est-à-dire faire un système le plus basique possible mécaniquement, avec tous les défauts du monde possible. Là, vous avez des guidages plastiques sur plastique qui font des frottements secs colossaux. On a utilisé du fil de nylon-pêche pour exagérer les flexibilités. On a plein de problèmes liés au côté low cost de la manip. Par contre,
Ce qui est un peu haut de gamme là, c'est le code de commande. Là on a travaillé, c'est ça notre contribution scientifique, et c'est ça qui nous intéresse, de faire une commande qui marche même avec ça. Et si ça marche avec ça, ça marchera forcément avec un système mieux, avec un système un peu plus haut de gamme du point de vue mécanique. Et donc voilà ce qu'on a proposé dans un premier temps, donc un système de stabilisation de ces oscillations-là. Donc vous voyez là, la nacelle est accrochée avec 8 câbles qui sont enroulés par ces 8 moteurs. Et donc quand on active le système de compensation active de vibrations, vous voyez que les vibrations sont rejetées, compensées beaucoup plus rapidement. Alors là, je vous montre qu'une des itérations de ce projet, on en a fait plusieurs, ça c'était la première, mais on n'a pas le temps pour tout développer. Et de fil en aiguille, en fait, cette thématique de recherche nous a amené vers la robotique aérienne. Et d'une façon relativement logique et en suivant ce fil conducteur de la frugalité. En effet, un robot parallèle à câble, c'est déjà frugal intrinsèquement, mais c'est pas encore, ça ne nous semblait pas être l'optimum de frugalité pour réaliser toujours la même chose, c'est-à-dire faire ce que fait un robot, c'est-à-dire déplacer un organe terminal suivant 6 degrés de liberté avec le plus de précision possible et le plus rapidement possible. Et donc, on s'est dit comment simplifier au maximum le robot parallèle à câble. Le problème du robot parallèle à câble, c'est les câbles, les nombreux câbles. Et on a décidé de passer de 8 câbles à un seul câble. Alors pourquoi garder un câble? Parce qu'il faut quand même un câble qui supporte la gravité. Parce que si vous éliminez ce câble-là et que vous mettez que des hélices pour réaliser la portance de votre système, vous allez consommer énormément d'énergie à compenser la gravité, et de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout frugal, parce que la frugalité, c'est aussi l'économie d'énergie. Et en même temps qu'on a eu cette idée, une autre équipe de recherche allemande qui collaborait avec un laboratoire de Toulouse a eu à peu près la même idée, mais alors eux, ils n'étaient pas dans une logique vraiment frugale. Vous voyez qu'ils ont suspendu effectivement un drone à 8 moteurs à une grue, mais ils ont mis un robot manipulateur en dessous, donc un robot assez complexe à 7 axes. Et en plus, c'est pas accroché directement avec un seul câble à la grue, il y a des élingues, et ces élingues sont motorisées. Donc il y a déjà 3 moteurs de winch d'élingues, vous avez 8 moteurs d'hélice de drone, et vous avez 7 moteurs de robots, pour un poids total de 50 kg. On ne peut pas dire que c'est un modèle de frugalité. Donc nous, ce qu'on a proposé, alors, voilà. Bon, j'avais une vidéo, mais je vais vous passer juste les points, les endroits où on voit le système. Voilà. Ici, vous voyez que ça stabilise. Les 8 moteurs, c'est ce qu'on appelle un drone omni. Un drone omni, c'est un drone qui peut s'incliner en restant en place et se translater sans s'incliner. Et donc, vous avez donc l'effecteur du manipulateur qui est embarqué, là, qui est utilisé pour faire des tâches en extérieur. Et là, vous avez la vue depuis la grue, et vous voyez que ce système est suspendu via 3 élingues, là, autorisées, à une grue. Bon, c'est quand même un gros truc. Et nous, parallèlement, là, vraiment, on a eu le même genre d'idée. En fait, on s'est retrouvés, d'ailleurs, on s'est invités mutuellement à des jurys de thèse, du coup. Et l'idée qu'on a eue, nous, c'est de remplacer en fait le câble par un ressort. Alors ça peut paraître bizarre, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on cherchait à rendre le système le plus rigide possible, donc là on est vraiment à contre-pied. En fait, le ressort, la flexibilité en général est aussi favorable, peut être utilisé à bon escient en robotique, de façon à découpler en fait le mouvement du porteur du mouvement du drone. Enfin, j'appelle ça un drone, mais ce n'est pas vraiment un drone, c'est un drone omni, c'est ce qu'on appelle un manipulateur aérien. Et donc celui-là peut aller vite, très très vite. On peut faire des mouvements de robots pick and place extrêmement rapides, alors que le porteur, si c'est une grue, il est très lent. Et donc si on ne veut pas que la partie drone soit ralentie par la partie porteur,
on met un découplage mécanique entre les deux, donc un ressort. Ce ressort nous permet au drone de vivre sa vie tranquillement et rapidement par rapport au porteur. Et on a malgré tout une force vers le haut de rappel du ressort qui permet de compenser la gravité et donc d'économiser de l'énergie. Et donc on a notre premier proto qui ressemblait à ça. Alors c'est aussi un drone Omni, il n'a pas tout à fait la même architecture que les Allemands. Et donc on a ce genre de mouvement qu'on peut réaliser. Là, c'est quand on pousse la bande passante au maximum, on obtient, pour des vitesses raisonnables de déplacement, une précision qui est millimétrique au centre de gravité. Et en termes d'angle, on est précis au degré. Là, on a une expérience qui montre la répétabilité de notre système avec un carreau là, qui représente 1 cm. Pour ceux qui ont déjà fait du drone, avoir une telle précision de suivi d'une trajectoire, c'est déjà un peu bossé. Enfin, c'est pas faisable de toute façon avec un drone quadrille classique. Hein. Et même avec un drone Omni, si on n'a pas les bonnes lois de commande, on arrive difficilement à ce genre de répétabilité. Et ça, c'est dû au ressort. C'est cette action de force de rappel du ressort qui permet aux hélices de travailler dans un régime moteur plus raisonnable. Et où la commande se fait beaucoup mieux. Alors on a encore poussé la simplification du système un cran plus loin, avec ici uniquement 8 moteurs, alors qu'on en avait 12 dans le système précédent. Donc là on a à peu près la même architecture, en tout cas au niveau de la partie aérienne, que le système allemand, en plus léger évidemment, avec là une démonstration des mouvements qu'on peut faire avec une loi de commande là aussi qui est un peu plus avancée que celle que vous avez vue tout à l'heure. Et on a également optimisé l'espace de travail du système en optimisant les inclinaisons des rotors, de manière à avoir l'espace de travail le plus vaste possible. Alors, tout ça nous amène au projet STRAD, qui a commencé en 2022, qui est une des applications possibles de cette manipulation aérienne. C'est un robot dédié aux grands espaces, donc comme le robot parallèle à câble, et qui est bien adapté à l'extérieur. Il fait du bruit quand même, en intérieur, il casse vite les oreilles, mais en extérieur, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et une des applications possibles, c'est de faire une tâche par rapport à une grande surface verticale. Alors, peindre une fresque de street art, c'est une des tâches sur une grande surface verticale, mais si on sait faire ça, on sait faire toutes les classes de tâches qui sont similaires. Donc c'est une façon de faire une preuve de concept, avec une démonstration qui est assez sympa. On a un partenaire dans ce projet qui est une association qui organise le plus grand festival de street art d'Europe, qui est le Street Art Fest de Grenoble, et qui est notre partenaire artistique et qui nous met en relation avec les artistes. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a encore amélioré la frugalité de notre système. Alors, vous voyez là, il est dans l'autre sens, forcément, il doit travailler par rapport à un mur. Donc, il n'est pas question que les hélices soient horizontales, parce que sinon, il y a risque de collision. On les a écartées du point où il y aura l'effecteur de peinture qui sera là. Et surtout, on a fait un dispositif simple qui permet la translation verticale. Parce que le propre de ces tâches, c'est d'être obligé de travailler sur une très très grande variation de hauteur. Et cette variation de hauteur, on peut la faire avec une grue. Mais ça, c'est pas frugal, c'est pas simple, ça demande de la logistique. On peut le faire avec un winch, une poulie motorisée, mais ça rajoute du poids. Ça ne va pas forcément super vite parce qu'il faut la démultiplier. Ou alors, carrément, on peut utiliser les hélices pour enrouler la poulie. C'est ce qu'on a fait dans ce projet. Et qui date, alors là, c'est du tout frais, donc c'est 20 ans de rétrospective, mais là, par contre, ça date de moins de 10 jours. C'est le travail, les derniers travaux de mon doctorant, Ethan Midam, qui donc on a soumis ça récemment dans une revue. Et donc là, vous voyez la techno qui est utilisée, c'est très, très low cost, c'est de la techno de drone de lobbyiste.
donc avec des moteurs brushless qui coûtent maximum 25 €, des variateurs qui font quand même 50 ampères, sous 24 volts, qui coûtent dans les 60 €. Alors ce qui n'est pas frugal encore pour le moment, hein, parce qu'on travaille dessus, c'est le système de vision qui utilise un système de motion capture assez lourd et qui n'est pas adapté à l'extérieur, mais ça c'est notre prochaine étape, hein, de se passer de ce système-là. Et on a donc une poulie qui elle-même est actionnée par la rotation propre de notre système. Et cette poulie est elliptique, ce qui permet de créer des points d'équilibre, de multiples points d'équilibre chaque tour, et qui permet d'économiser de l'énergie. Et ces points d'équilibre en rotation sont possibles grâce au contrepoids de la batterie. Et le fait d'avoir une poulie elliptique, disons simple, rend les positions d'équilibre plus stables. Donc, il a d'abord fait quelques essais de classiques. Ce qui nous intéresse, c'est la commande. Hein. Donc, quand on est automaticien, on s'intéresse à la réjection de perturbation. Là, typiquement, l'effet du vent, par exemple. Là, c'est brutalement, on coupe une charge qui fait une traction de 5 newtons et on regarde l'effet. On s'intéresse également à la tâche de peinture proprement dite, qui va se faire autour d'un point d'équilibre. Et là, on a aussi un élastique. Hein. Ce câble est élastique. C'est toujours le même concept. Et donc là, on voit quel pourrait être le mouvement de peinture de la fresque autour d'un point d'équilibre. Et enfin, la dernière expérience, c'est l'enroulement, le déroulement par les hélices de drone, donc sans utiliser de moteur additionnel, juste les 8 moteurs des hélices. Avec ici la consommation, vous voyez en watts, on est à peu près 10 watts quand on est à un point d'équilibre. Évidemment, quand on enroule et quand on déroule, on monte pratiquement à 1200 watts, mais très très temporairement, donc on ne consomme pas grand chose finalement. Et dès qu'on est à un nouveau point d'équilibre, on est nouveau aux alentours des 10 watts. Et on peut aller assez vite, hein, finalement, on peut aller jusqu'à un tour seconde à peu près, c'est quand même pas mal, quand on utilise uniquement des hélices. Alors, j'ai fini ma rétrospective, je vais quand même un peu élargir la thématique au niveau de la robotique au niveau national. Sachez qu'il y a un GDA robotique qui existe et qui récemment, GDA robotique, le groupe de travail en robotique organisé par le CNRS, donc tous les roboticiens en France hein, qui se regroupent, qui se rencontrent périodiquement. Et il y a une nouvelle action prioritaire hein, qui a été définie relativement récemment, qui s'appelle Robotique et sobriété. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien. Et très récemment, ça date de moins d'une semaine, il y a un PEPR Innovation Robotique qui a été lancé par le ministère. Donc les PEPR, c'est des projets ciblés hein, sur des thématiques prioritaires. Et dans ce PEPR, il y a un axe de recherche, il y a 3 axes de recherche. Le troisième s'intitule Frugalité et autonomie pour la robotique. Les mots-clés que j'ai extraits de cet appel à projet, c'est conception sobre de robots frugaux, autonomie informationnelle, commande et perception frugale, autonomie énergétique, architecture à haute mobilité, légère, à faible consommation d'énergie. On est tout poil dans ce que je vous ai présenté là ce soir. Ce PEPR est financé à hauteur de 30 millions d'euros sur 8 ans, sachant qu'il y a 3 thèmes. Ça représente à peu près 10 millions pour la frugalité en robotique. C'est pas mal. Et donc, en conclusion, pour élargir encore plus, parce que c'est quand même peut-être ça qui vous intéresse, je ne sais pas, mais on peut poser la question, est-ce que tout ça est à même, l'innovation frugale est à même de sauver la planète? C'est une question un peu provocante, évidemment, mais qui amène une réponse nuancée. En 2 temps. D'abord, on peut dire que l'innovation frugale peut proposer de nouvelles solutions techniques. C'est pour ça que nous, on travaille en tant que chercheurs. Hein, on propose des outils, une boîte à outils, qui peut être utilisée par la société ou pas. Et donc, dans cette boîte à outils, on peut trouver des systèmes plus économes, en énergie, en matières premières, moins polluantes, moins chères. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais c'est une proposition, on ne peut rien imposer. Le problème, c'est que l'innovation frugale, en général, entraîne
un rebond de l'utilisation, parce que c'est moins cher. Les économistes ont démontré qu'il existait un effet rebond qui annule complètement tout gain que les chercheurs, les scientifiques pourraient apporter en proposant des systèmes plus frugaux. Donc nous, on ne peut pas imposer ça. En tant que scientifique, évidemment, on n'a pas la main là-dessus. Par contre, peut-être que la solution est dans cette boîte à outils, plus des mesures d'incitation qui relèvent à ce moment-là plutôt de domaines qui sont en lien avec les sciences humaines, comme l'économie, la politique, notamment. Et donc, le terme qui désigne en fait le fait que, c'est péjoratif en général, donc le terme qui désigne le fait que la technique ne peut pas régler les problèmes engendrés par la technique, ça s'appelle technosolutionnisme. Voilà, ça conclut ma présentation ce soir. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Yves Nominet, je suis enseignant-chercheur à l'ESBS. Alors, l'ESBS, c'est une école d'ingénieurs en biotech. Donc, biotech, on utilise des robots, mais on ne développe pas de robots. On utilise des bâtiments, mais on ne développe pas des bâtiments. Et qu'est-ce que l'on a d'autre, en fait? On travaille beaucoup dans la biotech. On pourrait se dire que c'est éloigné de toutes les problématiques que l'on voit maintenant. Et donc, on a souhaité développer un diplôme universitaire en parallèle du diplôme d'ingénieur pour lequel nos étudiants sont arrivés à l'école, donc sur la base du volontariat, où l'idée est de former des ingénieurs, c'est bien, mais former des ingénieurs qui aient plus que la sensibilité, parce que la sensibilité à l'environnement et aux problèmes qui nous entourent d'environnement, les jeunes, en tout cas, ils disent qu'ils sont sensibilisés, ça reste à voir, mais en tout cas, ils le disent. Nous, on a voulu essayer d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est bien d'être sensibilisé, mais comment est-ce qu'on peut le mettre en regard de la formation ingénieur? Et donc, c'est le il n'y a pas de pointeur, mais c'est pas grave. Le DU, donc c'est un diplôme universitaire, comme je disais, qui est sur la base du volontariat, donc il y a environ le tiers de nos étudiants qui participent. C'est une formation qui se développe sur les 3 années de la formation et qui essaye de trouver un point commun ou de réconcilier développement, si on parlait de développement par les métiers de l'ingénierie, qui sont en prime abord un peu en contradiction avec le développement durable. En tout cas, il peut y avoir une sorte de contradiction. Et donc c'est ce qu'on essaye un petit peu de voir là. Alors, il y a, comme je le disais, nous, notre cœur de métier, c'est la biotechno, donc on travaille d'abord avec de l'ADN, des bactéries, des protéines. Donc on n'est pas du tout dans la même problématique que ce qui a pu vous être présenté jusqu'à présent. Mais pourtant, on commence à se rendre compte qu'il y a aussi cet aspect développement durable qui peut être pris en compte. Et donc c'est ce que l'on a voulu faire là. Et donc il y a 2 étapes globalement, si je voulais donner les objectifs généraux. C'est donc la partie sensibilisation. Alors on a entendu parler d'empreinte carbone, de bilan carbone et autres. Mais tout cela lié sur, globalement, le coût énergétique d'une manip. Alors c'est sûr qu'on ne travaille pas avec des machines de BTP, donc on pourrait se dire le coût énergétique il est négligeable. En fait, oui mais non. Non, par exemple, vous avez tous entendu parler de la PCR, une expérience qui a été utilisée des millions de fois, ou si ce n'est pas plus, avec le Covid. Et quand on a un moyen pour réduire l'impact carbone d'une expérience PCR par un facteur 50% par exemple, à la fin c'est pas complètement négligeable. Et donc c'était un petit peu l'idée qui était derrière, c'était d'abord de sensibiliser, quantifier, mesurer et après faire des propositions. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et donc ces 3 axes en fait sont déclinés tout au long de la formation ingénieur, avec la partie sensibilisation qui couvre globalement sur la première année. Je vais revenir après un petit peu plus en détail pour vous voir à quel point c'est éclectique sur les thèmes qui sont abordés là. Il y a évidemment l'acquisition d'outils, dont en particulier la certification bilan carbone qu'on propose à nos étudiants via l'ABC et l'IFC. Et puis à la fin, une mise en application.
Donc la mise en application qui va se dérouler pendant le stage de fin d'études, où les étudiants doivent mettre en application un des aspects qu'ils ont vus pendant leur formation sur ce diplôme universitaire. Alors, par exemple, ce point-là que je souhaitais aborder, parmi les cours de première et de deuxième année, enfin cours c'est sous forme de projet ou autre, vraiment de discussion, c'est pas du tout du cours du CM traditionnel, mais on a Bernard Pierret de Éthique Canopter qui intervient sur... donc à chaque fois, ce sont des créneaux relativement courts de 3, 4 heures, 10 heures, 12 heures, c'est des petits modules et qui vont s'étaler petit à petit au fur et à mesure de la formation. Et Bernard Pierret arrive ici avec la question, comme je le disais un petit peu en introduction, comment on résout le conflit intellectuel auquel on peut être confronté quand, en tant qu'ingénieur ou en formation ingénieur, on se dit « je vais développer des produits », et quand bien même en biotechno, on peut se dire que ça a moins d'impact, mais ça en a quand même, toute activité humaine de toute manière a un impact. Et donc, c'est comment que je fais pour le concilier avec une résonance que j'aurai pour le développement durable. Et donc, il aborde les mouvements low-tech, il aborde la problématique du rapport Meadows et la limite de la croissance dans un milieu fini qui a été mis en avant déjà il y a 50 ans, mais qui continue à être d'actualité plus que jamais. Il pose en fait les questions sur la technologie, comment on peut aborder ça, et qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le temps cette fuite en avant, ou au contraire de revenir un petit peu sur le maître mot de la présentation précédente de sobriété. Voilà, ça c'est un point. Il y a évidemment, en Modrio ça a un petit peu changé ici, mais c'est pour bien comprendre le problème, c'est de revenir sur une analyse à l'échelle anthropocène, et donc quel est le rôle de l'homme, non pas que maintenant, mais comment est-ce que ça se passe sur les 10 000 dernières années. Évidemment, ça va croissant, mais il n'empêche que derrière nous, on a un passé, une histoire qui explique un petit peu où on en est aujourd'hui, avec les problèmes de limites planétaires, de changement d'échelle. Donc tout ça, ce sont des aspects qui sont abordés à ce moment-là. Il y a un autre aspect où là, on change complètement avec cette fois-ci de l'économie. L'économie, ou en tout cas le contexte du Green Deal européen. Donc c'est un framework à l'échelle européenne globalement de financement de projets, et donc les étudiants sont aussi sensibilisés à ça parce que par leur métier futur ils vont être amenés à faire des demandes de financement, ou en tout cas de près ou de loin de participer à des demandes de financement, et donc de réussir dès à présent d'avoir cette information ou cette sensibilité à l'éco-responsabilité. C'est en fait, d'une certaine manière, pour eux, de rajouter une corde à leur arc. Un ingénieur, il a évidemment des contraintes techniques, il a des contraintes financières qu'on peut lui imposer, et puis il va là pouvoir rajouter cet aspect de contraintes environnementales en plus de toutes les contraintes. Donc c'est vraiment un problème multi-échelle, multifacteur. Et au niveau du Green Deal européen, c'est justement d'essayer de voir comment intégrer, en plus de toutes ces autres contraintes, la contrainte environnementale dans les demandes de financement, qui peuvent aller d'ailleurs aussi vers les entreprises. Diagnostic 360, donc ça c'est un outil qui a été développé spécifiquement pour le DU par une personne, Caroline Dansley, qui est auto-entrepreneuse dans la structure Agilink, et qui a ici, là, on est à la fin de la première année, les étudiants ils commencent déjà à avoir une certaine sensibilité, et dans leur stage de première année, on va leur demander de mettre en application cet outil qui permet d'avoir un petit peu une sorte d'overview, d'essayer d'avoir une vue globale de l'entreprise dans laquelle ils font leur stage, la sensibilité de l'entreprise au développement durable. Est-ce que c'est moi pas du tout, je ne veux pas du tout m'intéresser à ça, donc ok, je mets ça de côté, je ne veux rien, pas du tout en entendre parler, ou au contraire, non, je suis extrêmement sensibilisé en tant que patron, et du coup, j'essaye de faire avancer ces thèmes au niveau de mes collaborateurs. Et donc, on a vraiment un panel extrêmement large qui ressort des stages de première année avec les étudiants qui s'intéressent à ça. Donc ça s'étale sur les 2 années.
en amont du stage, une partie de préparation, la partie stage proprement dite, et la partie analyse après et synthèse de tout ce que les différents étudiants ont pu voir. Il y a évidemment, alors là, un projet de biotech qui se fait dans un bâtiment, et donc il y a l'énergétique du bâtiment qui doit pouvoir être quantifiée, mesurée. Donc là, il y a une part conséquente. Donc sur le début de la deuxième année, là, donc, on fait appel à l'association Alter Alsace Énergie, qui intervient tout autant pour les collectivités que pour les entreprises, et qui du coup va amener les étudiants à réfléchir aux aspects de sobriété énergétique et plus généralement de thermique et d'énergie dans le bâtiment. C'est évidemment un point central, on ne peut pas faire d'analyse d'impact si on ne prend pas ça en compte. Il y a des ateliers de sensibilisation, donc évidemment on connaît tous la fresque, peut-être un petit peu moins le défi d'automne. Les étudiants là, non seulement font le défi d'automne, mais en plus ceux qui le souhaitent peuvent aller plus loin, ils peuvent devenir animateurs. Et c'est un des aspects qu'ils vont pouvoir faire s'ils le souhaitent après dans leur stage de fin d'études. Ils peuvent animer un ou plusieurs ateliers, fresques ou défis. Ça fait partie des défis, si j'ose dire, qu'ils peuvent réaliser par la suite. Il y a le bilan carbone, IFC, ABC. Donc les étudiants à la fin vont avoir la certification bilan carbone pour pouvoir réaliser un bilan carbone dans la structure dans laquelle ils se trouveraient après par la suite. Donc ça fait partie de la formation. Il y a aussi l'Institut numérique responsable avec lequel on a un partenaire et qui leur permet d'avoir un certificat de l'usage responsable du numérique. Là, pour autant, en tant que formation, pour former les ingénieurs en biotech, les ingénieurs biotech vont utiliser beaucoup la ressource informatique. Il y a une grosse partie du travail qui se fait en info. Et donc, c'est pareil, c'est la même problématique. Quantifier l'impact de l'utilisation de la ressource numérique, ça nous paraissait absolument indispensable dans ce projet. Donc, ça fait aussi partie prenante de la formation, avec à la fin un certificat supplémentaire qu'ils peuvent faire valoir après dans leur formation. Et donc là, ça vous redonne globalement la vue globale. Donc, c'est 140 heures d'enseignement certes supplémentaires qui se greffent sur les 400 heures semestre qu'ils ont en moyenne, mais qui se répartissent sur 3 années. Donc on est environ à 1 heure en moyenne par semaine, tenant compte des stages, donc c'est pas une charge de travail énorme. Mais par contre, ce que l'on a pu voir, c'est la diversité des applications que les étudiants ont pu faire, puisque on a ouvert cette formation il y a 4 ans, et là en septembre 2023, les étudiants de la première promo sont sortis avec ce DU. Et donc on a pu faire un premier bilan de comment ils l'ont mis en application dans les entreprises, et ça a été absolument incroyable en fait pendant leur stage de fin d'études. Donc on a eu vraiment des cas extraordinairement opposés, des boîtes qui disaient non, moi je veux strictement pas en entendre parler. Et du coup le stagiaire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait de la sensibilisation sur les collaborateurs qui l'acceptaient. Et puis à côté de ça, on a au contraire quelqu'un qui est tombé dans une boîte. C'était une PME, certes, mais alors il a mis en place du solaire, de la régulation thermique du chauffage, gestion des déchets, et puis il est allé jusqu'à quantifier les manips qu'il réalisait au niveau de la boîte, avec du coup vraiment un apport plus que substantiel de cette formation-là. En plus, évidemment, de ses capacités et connaissances en biotech. Sans ça, évidemment, il n'aurait pas décroché ce stage. Donc ça, c'était des exemples d'impact. Je ne vais pas tant revenir là-dessus, je préfère davantage m'attarder sur les retours que l'on a pu avoir. On a posé la question sous forme de témoignage, sur la base du volontariat, encore une fois, quel avait été l'impact pour les étudiants en cours de leur formation pour suivre cette formation supplémentaire, ce DU. Donc voilà, ils avaient tous entendu parler évidemment de développement durable, mais par contre l'éco-responsabilité, ils ne connaissaient pas nécessairement ce que ça voulait dire. Donc là, ils ont pu avoir une information là-dessus. D'aller bien au-delà de la simple théorie, donc ils ont quand même beaucoup de mise en pratique sur la thermique du bâtiment, par exemple. On prend notre école et puis on leur demande de screener tout ça et de dire ok, où ça va pas. Il y a beaucoup de points de SBS qui vont pas, mais voilà, ça a l'avantage de faire vraiment une mise en situation directe, intéressante. Action concrète, là aussi les jeunes sont vraiment demandeurs parce qu'ils disent bah oui c'est bien mais ok je suis sensibilisé mais maintenant qu'est-ce que je peux faire ?
ben, le DU est là justement pour essayer de leur apporter des réponses en ce sens. Nombreuses qualifications, vous avez vu les certifications qui sont proposées là-dedans, mais en fait c'est un DU, diplôme universitaire, qui est reconnu à l'échelle nationale et même européenne. A priori, en tout cas, à notre connaissance jusqu'à présent, unique en France. Il y en a évidemment à l'INSA et autres, il y a des formations qui sont dédiées à cela, mais pas dans des écoles dont c'est pas le cœur de métier. La biotech, à la base, c'est pas réellement ce qu'on appellerait à ça. Voilà. Après, des gens qui nous ont dit, et là il y a eu plusieurs témoignages en ce sens-là, c'est que, évidemment, la biotech c'était bien pour décrocher un stage, mais le DU a été le plus qui a permis de. Donc, Merck Millipore, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très gros groupe de biotech. Voilà, des demandes de stage dans cette boîte, ils en reçoivent des milliers et des milliers, et pourtant il n'y a que quelques dizaines ou centaines d'élus par an, et encore, je suis généreux. Voilà, si ce diplôme-là leur permet de faire la différence, ça peut être un plus. Et puis, le DU qui aujourd'hui, et ce sera mon point de conclusion, qui répond à une attente des entreprises. Je sais que dans la promo 2023, avant même les soutenances, 2 étudiants sur la quinzaine du diplôme BT, donc biotech, avaient trouvé leur job grâce au DU. Enfin, d'abord grâce au diplôme d'ingénieur qu'ils allaient obtenir 2 semaines ou 1 semaine après, mais ce qui a fait la différence, encore une fois, c'était le DU. Voilà, donc on a changé un petit peu de registre par rapport à toutes les présentations précédentes. Là, on est plus sur la partie formation, sensibilisation et acquisition d'outils, avec vraiment cette perspective, comme je vous le disais, c'est un ingénieur, évidemment, il a les contraintes monétaires, budgétaires, contraintes techniques, c'est le cœur de son métier, et puis là, maintenant, ces étudiants-là, ils peuvent aller avec cette contrainte environnementale supplémentaire, et les entreprises sont demandeuses. Merci à vous.